Bonjour à tous, c'est les Lucas Filles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. L'escouade Inferno, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Les mauvais coups des résistants. L'escouade les règle au comptant. Le reste sera du même tonneau. Parce que... Mais moi j'avais ce visuel tout le temps dans la tête. Ah, moi j'y étais pas du tout parce que personne n'a peur de voler dans l'escouade Inferno. T'es pas obligé de droguer Barracuda pour lui faire prendre l'avion ou l'hélicoptère. Oui, mais en fait, c'est pas tellement suivi la série à ce point-là. Il y a personne qui fume le cigare. Et en fait, comme ils ont fait une répartition 2 filles, 2 garçons, t'as pas juste la nana quiche qui sert à rien, juste pour dire que t'as mis une nana avec un brushing, si tu veux. Mais je sais pas pourquoi. J'avais cette agence touriste dans la tête. C'est vrai qu'ils prennent tous les risques, hein. Ils le payent assez cher. Escouade Inferno. Ils ont été recrutés pour ça, hein. Puis tu les verrais bien avec des petits surnoms comme Barracuda, machin, etc. Looping. Ouais. Tu vois, ça leur va bien. Je te dis. Tu vois, hein, ça gagne. Hein. Et puis il y a des histoires de bijoux, hein, je suis désolée. Hein. Donc, avec Mr. T, tu peux carrément faire péter les colliers, les machins, les bagues en or ouvertes, chaînes en or qui brillent. Ça n'était pas ce point-là quand même dans l'escouade Inferno, mais... Ah, mais les bijoux sont explosifs quand même. Hein. Si Barracuda, il avait eu la bonne idée de faire ça, ça aurait été intéressant. Donc, vous l'avez deviné, on va vous parler du roman Battlefront 2, l'escouade Inferno. Enfin, de toute façon, ils ont la vignette, hein. Ils n'ont pas besoin de deviner. Ils ont cliqué sur le truc, ils savent à quoi s'attendre. Ils s'attendaient pas à avoir un générique de merde, ça je te le garantis. Donc un roman de Christie Golden écrit en 2017, c'est-à-dire au moment de la sortie du jeu vidéo Battlefront 2, et qui a été traduit pour Pocket par l'ami Sandy Julien. Donc Sandy nous avait dit plus grand bien de ce roman quand on l'avait interviewé, ça va faire 2 ans maintenant, ça fait un moment. En même temps, il nous dit jamais du mal des romans qu'il a traduits, hein, tu constateras. Non, c'est vrai, après je pense que tu t'attaches à chacun de tes produits traduits, tu nous diras ça sûr. Claire, mais... Je confirme en plus, tu t'attaches, c'est vrai. C'est terrible, ça devient tes bébés alors que c'est pas toi qui les as écrits. Celui-là, et Kenobi, il avait vraiment insisté dessus en disant que c'était sans doute ses préférés de tous ceux qu'il avait traduits à ce jour, hein, à ce moment-là, pour Pocket. Et donc moi, je l'avais lu dans la foulée et je l'avais beaucoup aimé parce que justement, il était très différent des autres romans Star Wars que j'avais pu lire jusque-là. Ce qui est sans doute la raison pour laquelle soit les gens aiment bien ou adorent, soit ils détestent ce roman. Il est assez clivant. Pour ma part, je l'avais beaucoup aimé. C'est vrai que j'avais insisté pour qu'on le fasse dans le book club. Et pourtant, c'est moi qui était prête depuis longtemps. Hein. Ah oui. Pourtant, c'est moi qui ai traîné à le relire, etc. Et je l'ai pas vraiment relu. Je l'ai relu en diagonale, en prenant des notes et tout. J'ai fait ça comme un sagouin. Comme un cancre. Voilà, exactement. Donc j'ai vraiment déconné sur ce coup-là. Mais bon, on devrait s'en sortir. Et donc toi, tu l'as lu pour le book club, là, cet automne. Ouais, je l'ai fini il y a pas longtemps, mais oui, effectivement. Parce qu'à un moment tu m'as dit on a le temps, donc il a traîné un peu plus longtemps que prévu. Je l'ai lu en français parce que d'habitude c'est pas ce qu'on fait, donc je tiens à dire que moi aussi Sandy, je t'ai lu en version française du coup, et je l'avais acheté à QC. Stand Pocket et Panini et compagnie de QC, en présence de Lucille et Claudia, et je l'ai lu consciencieusement avec mon petit marque-page Robert Redford, que tu pouvais avoir tes marque-pages des personnages de l'escadron alphabet. De celui-là, il y a combien d'escadrons là, entre les Infernos, les alphabets et les machins écoute, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, moi je dis celui-là, on dirait Robert Redford, c'est tout ce que je dis. En l'occurrence, c'est un impérial que t'as pris, je crois, toi. Oui, c'était un impérial, puis je te dis, il a la gueule de repas. Puis il est peut-être plus Robert que Redford, mais néanmoins... Tu vas être obligé de coller un visuel des inconnus maintenant, tu le sais. Mais c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Ça n'est pas une punition, voilà, c'est tout. Si tu continues, je vais aussi te dire, j'ai beau être matinale, j'ai mal. Et comme Ingrid, je te dirais qu'il y a des fois, il faut savoir perdre. Aussi. Non, mais en fait, ça va être tout simple pour ce montage vidéo. Je vais juste aller chercher mon best-of des inconnus et puis je vais le mettre, tu sais, tout du long. Et puis on va essayer de coller à peu près à ce qu'on dit.
Pourvu que les méchants perdent. Alors, on enregistre avant les fêtes, on n'a même pas l'excuse d'avoir abusé de la bonne chair, etc. Mais on est un peu crevé, donc bon, cet épisode sera ce qu'il sera. Ah si, j'avais ma soirée apéro hier. Moi, je suis encore un petit peu en train de cuver quand même. Donc, ceci expliquera cela. Non, mais voilà, dans une ambiance de fin d'année, hein, vous allez nous excuser, on est fatigués. Hein, bon, on va faire ce qu'on peut avec ça. Toi, tu es resté sur ce livre, tu l'as dit, de manière hyper positive en impression. De toute façon, même si tu l'as relu là, à la va-vite, ce qui compte, c'est le sentiment que tu ressens quand tu lis le bouquin. Ah oui, oui, et puis en le reparcourant, en me refaisant des scènes ou des chapitres, je me rends compte qu'il y avait énormément de choses qui m'avaient marqué, d'images qui m'étaient restées en tête depuis plus de 2 ans que je l'ai lu, quoi. Alors du coup, sur le ressenti, moi je dirais que j'ai bien aimé. Il y a des trouvailles qui sont superbes. Alors c'est le 2e Christie Golden qu'on lit dans mon book club. On avait lu celui sur Assage, le sombre apprenti. Donc c'était agréable de retrouver sa plume, même en plus là pour moi traduite par Sandy qui traduit très bien, ça se lit vraiment sans aucun problème. Ah ouais. Alors on retrouve des trucs qu'elle faisait déjà, donc bon tu vois que tu lis une autrice, hein, je tiens à dire, parce que oui il y a des scènes de bal, oui il y a des makeovers, oui on s'intéresse à ce que les gens bouffent, font, créent ou leurs interactions, et il y a de la psychologie, donc bon c'est pas que les hommes sachent pas le faire, je tiens à le repréciser, mais néanmoins c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont plaisantes là-dedans. J'avais aucun investissement de base sur ce livre puisque je connaissais pas le jeu. Pareil. J'y ai pas joué et j'avais du coup aucun visuel des personnages quand j'ai lu le livre, à part celui de la couverture qui est très belle. Oui. Je le place, qui est très sexe également. Hein, voilà, la pose d'Iden. La pose, oui. Oui. Puis t'as l'impression que t'as tes 4 beaux gosses sur le truc. Du coup, quand on a préparé là plus spécifiquement pour l'enregistrement et donc pour le montage avec les images qu'on va vous sortir, c'est bizarre parce que du coup, les images sorties du vidéo correspondaient pas du tout à mon visuel. Pour les personnages, à toi aussi, moi ça m'a ça collait pas du tout. À part l'origine ethnique et le gabarit, qui nous sont donnés. Le reste, oui. Iden, je voyais pas du tout son visage comme ça. On est d'accord là-dessus. Alors du coup, c'est vrai que pour quelqu'un qui aborde le livre, on va dire, tu vois, je pense qu'il y a quand même une grosse différence probablement entre ceux qui connaissent le jeu et puis ceux qui connaissent rien, quoi. Clairement, moi, je me suis mise à creuser la destinée des personnages dans le jeu et donc après le roman, juste pour préparer cette émission. Je savais absolument pas ce qu'il devenait. Pareil. C'est pas que je m'en foutais, mais pour moi, le roman se suffisait à lui-même en l'état. Et alors, c'est intéressant ce qui leur arrive dans Battlefront 2, dans le jeu, etc. Enfin, ça continue. C'est un jeu qui se passe sur une trentaine d'années, donc c'est vraiment intéressant. Mais le roman, pour moi, se suffisait en lui-même. Donc, ça doit faire un parfait compagnon pour le jeu, pour les fans du jeu, j'imagine. Je dirais que ça fait pas que un parfait compagnon pour le jeu. Pour moi, si tu veux, je l'ai plus vu comme un parfait compagnon pour Rogue One. Oui. C'est vraiment comme ça que je l'ai lu. Je suis bon, d'accord. Bon, alors, ok, c'est Rogue One, mais du côté de l'Empire. Alors, c'est cet esprit-là. Et c'est vrai qu'après, mais on en parlera dans la partie spoiler, la manière dont tu raccordes à différents éléments de notre canon Star Wars, dans sa continuité temporelle, linéaire, etc. C'est intéressant, effectivement, comment ils ont décidé de... Ce qui était bien, ce qui était un gros plus, mais qui peut être déstabilisant aussi, tu vois, le fait, justement, tu connais pas les personnages. Alors, il y a quelques références à des trucs qu'on connaît, mais dans la plupart des cas, je connaissais rien là-dedans, quoi. C'est-à-dire, c'est des nouvelles planètes. Alors, on sortait un peu du bac à sable. Oui, ça, c'était cool. Et t'avais plein de nouveaux personnages, t'avais potentiellement des nouvelles espèces, ou en tout cas certaines que t'avais oubliées. Enfin, du coup, c'est vrai que... Bon, ok, c'est marqué Star Wars, mais ça pourrait pas être un roman Star Wars quasiment, tu vois. Surtout que le ton est très différent. Moi, j'ai trouvé que c'était un des points forts et que ça rejoignait Rogue One aussi là-dessus. C'est-à-dire que là, on s'intéresse à une escouade d'élite de l'Empire qui doit infiltrer des cellules rebelles, qui fait le sale boulot, en fait, undercover plus. Et c'est une guerre sale. C'est pas de joyeux X-Wing qui vont faire sauter l'étoile de la mort d'un méchant empire, etc., où le bien, le mal, c'est comme très manichéen, etc. Là, c'est une guerre sale, et c'est quelque chose qu'on a vu pour la première fois dans Rogue One, finalement.
C'est ça. Où nos héros, ils n'ont pas les cuisses propres autant qu'on l'imaginait et ils sont obligés de faire un certain nombre de choses qui sont répréhensibles. Ce qui est une réalité de la guerre, si vous vous penchez. J'avais déjà fait le parallèle avec l'Armée des Ombres de Kessel, qui était donc sortie pendant la Seconde Guerre mondiale et qui retraçait des expériences de résistants français. C'est une guerre sale. Il suffit de regarder le film de Melville, sans même aller jusqu'à lire le bouquin, pour se rendre compte que oui, effectivement, c'est une guerre sale. Et j'aime beaucoup cette espèce d'aspect gritty, réaliste, qui a été du coup insufflé dans le roman et dans Rogue One. Je trouve que c'est une des grandes forces de ce roman, mais c'est peut-être aussi paradoxalement ce qui n'a pas plu à ses détracteurs. C'est déconnecté de Star Wars, du canon des films, dans la mesure où c'est le versant réaliste, mais c'est également ce qu'a apporté Rogue One, c'est-à-dire le versant réaliste du soap opéra conte de fées qu'est Star Wars. Clairement, dans la version conte de fées symbolique, etc., t'as une coupe au bol, tu reçois des médailles en chocolat, t'as des sabres laser en néon, et voilà. Et quand tu te fais tirer dessus, tu saignes pas parce que c'est propre. Et donc après, quand t'arrives dans ce qu'a apporté Rogue One, c'est-à-dire le côté film de guerre avec les petites gens dont tout le monde se fout d'habitude, qui font le vrai sale boulot pendant que les autres ont la coupe au bol et les médailles au chocolat, ça change la donne, si tu veux. Et dans quelle mesure tu arrives à faire coexister ça? Ça pose un vrai problème, parce que c'est vrai que du coup, c'est toute la question de... Après, du coup, c'est quoi Star Wars alors? Parce que c'est pas un film de guerre, normalement. Non, alors que tous les films Star Wars, de la saga Skywalker et autres, ont revendiqué leur statut de brûlot anti-militariste, que ce soit la guerre du Vietnam, la guerre en Irak. C'est toujours omniprésent, mais habillé de contes de fées, de les gentils, les méchants, les choses sont bien claires. On pourrait se dire, nous, dans notre histoire compliquée, que les résistants, c'était les gentils et les Allemands, l'occupant, c'était les méchants. On sait très bien maintenant, et la fiction française, européenne, allemande l'explore de mieux en mieux, que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Il y avait des bons gars dans la Wehrmacht et il y avait des pourritures et des traîtres dans la résistance, donc c'est pas aussi simple que ça. Et je trouve que c'était une évolution naturelle et même nécessaire pour la franchise Star Wars d'explorer ça dans des contenus qui est destiné purement aux adultes, contrairement à la saga Skywalker, voilà, exactement. Rogue One serait la grosse exception cinéma pour l'instant, bien sûr, pour l'instant. Ça me paraissait nécessaire parce que là, il y aurait un potentiel qui serait vraiment gâché et je suis vraiment contente qu'ils soient allés dans cette direction. J'espère qu'ils vont continuer, typiquement avec la série Andor, par exemple, avec ce genre de choses. Oui, on peut avoir ce genre de réflexion en dehors de l'espace Star Wars, ça a déjà été fait, qu'on l'amène dans Star Wars, à mon sens, c'est un plus. Mais effectivement, ça pose la question, qu'est-ce que c'est que Star Wars alors finalement? C'est pas juste un mythe familial avec la saga Skywalker, ce qui peut se discuter depuis l'épisode 9 et un certain nombre de problèmes qui ont été amenés. De toute façon, finalement, il y a encore chacun son Star Wars et on nous donne du contenu qui va dans ce sens. Disons que ça explore les questions que certains avaient soulevées, tu sais, qui étaient limite de la blague ou de la boutade, qui était le alors attends, je veux dire, il y avait des vrais gens sur l'étoile de la mort, ils avaient des familles, des vies, des machins. Finalement, Luke Skywalker, il a tué des millions de gens aussi ce jour-là. C'est un mass murderer aussi, c'est un tueur de C'est ça, de masse. ça part là-dessus. Alors, c'est des questions philosophiques qui ont de la valeur. Enfin, je veux dire, c'est pas nécessairement le propos des films Star Wars. Ça veut pas dire que je trouve que ce roman a pas de raison d'exister, ou Rogue One ou machin, mais ça peut être potentiellement dangereux s'ils vont trop vers ça. Parce que tu vois, c'est là qu'on revient, je suis désolée de remettre du Kylo, mais c'est là qu'on revient là-dessus, c'est-à-dire sur le côté, oui, c'est un mass murderer, shooting, machin, bidule, tu vois, bon. Tu reviens à ces questions-là et c'était pas le propos original. Même si, bien sûr, tu peux trouver ce que tu avais rappelé, Aurélie, c'est-à-dire de la réflexion fictive, fantastique, de faits de notre vie, comme les réflexions sur le Vietnam ou la Seconde Guerre mondiale. Mais ça a un côté symbolique magique qui est de l'ordre de la parabole, quoi. Là, quand tu parles dans ces directions-là, t'es plus dans la parabole, quoi. C'est vraiment, les gars, attention, on va tenir les tenants et les aboutissants de ce que c'est qu'une guerre et comment ça se passe en coulisses et tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ça a complètement de la valeur sur un plan philosophique, et de réflexion. Après, je suis pas sûre que j'ai trop envie, moi, personnellement, que Star Wars aille sur ce terrain. Ça m'a pas empêché d'apprécier le roman, mais après, c'est pas non plus le genre de roman que moi j'irais chercher pour mon loisir, on va dire.
Et c'est pas nécessairement le genre de roman que j'ai envie de lire sur Star Wars. Mais c'était intéressant de le lire quand même. Et il y avait des choses qui m'ont bien plu et que j'ai trouvé percutantes. Alors moi je dirais juste un truc qui m'a saoulée, mais dès le début, c'est que Iden Versio et Jyn Erso, même combat, j'en ai marre de ces noms qui se ressemblent tous. Ah mais aussi parce que encore une fois, c'est censé être un pendant. Oui, mais moi, je m'en mets les crayons, si tu veux. Iden Versio, j'arrivais pas à me la mettre dans la tête. Hein. Parce que c'est limite, tu vois, c'est limite s'il l'avait appelé Idem. Tu sais, c'est là. Idem Erso. Tu vois, c'est pareil. Tu peux l'appeler comme ça, d'ailleurs. Idem Erso. Elle est différente de... Bah, tu veux faire des parallèles. Ah, on va y aller. Bon, allons-y. Bon, on va dans la partie non spoiler. Mais déjà, oui, en dehors du fait qu'il y a des homophonies entre le nom, que c'est des brunettes, bon, on est dans Star Wars, et que bon, elles ont des relations compliquées avec un mentor et qu'il y a un rapport avec papa qui est pas simple, avec une figure maternelle assez forte. Bon, c'est pas une orpheline. Non. Par bien des égards, c'est tout comme ça. Oui, bah, ce que j'ai brossé rapidement. Par contre, on tourne autour de la figure de Saw Gerrera, et alors oui. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, j'ai adoré l'interprétation de Whittaker dans Rogue One. Justement, lui, c'est l'incarnation de la guerre sale du côté des résistants. C'est bien montré dans la série Rebelle aussi. Et j'ai trouvé que c'était bien qu'on le mentionne au début et que finalement, cette escouade Inferno soit missionnée pour infiltrer le groupe des derniers partisans de Saw Gerrera, parce que ça se passe après Jedha, après Alderaan. En fait, on commence avec l'étoile noire et la bataille de Yavin 4, etc. Et ensuite, donc, ils doivent infiltrer les rêveurs, qui sont donc un reliquat des partisans de Saw Gerrera et qui sont traités comme des terroristes, vus comme des terroristes par les impériaux, bien évidemment. Le mot terrorisme, acte terroriste, revient régulièrement dans le roman. Alors c'est aussi un roman qui est dans l'air du temps, parce que le terrorisme, ça fait partie de nos vies quand même depuis un bon moment maintenant. Je rappelle qu'il est sorti en 2017. Il y a ça aussi, ce côté guerre sale, on s'en prend aux civils, on fait le plus de dégâts possible, les dommages collatéraux, on s'en fout. Je pense que c'est en ça aussi qui reflète notre époque actuelle. Oui, puis t'as la question de la torture aussi. Oui, la question de la torture, donc ça nous renvoie vers le waterboarding, le report, etc. On est en plein là-dedans. On est dans le post-Irak, là, très clairement. Oui. C'est clair. Elle y va pas avec le dos de la cuillère pour un roman Star Wars, j'ai trouvé, Christy Golden, hein, quand même. Donc il y a des moments où c'est assez dur, je pense que c'est pour ça que ça m'avait vachement marqué, parce que c'est du Star Wars, mais comme tu l'as dit, ça se passerait dans une autre galaxie, dans notre monde à nous, ça passerait tout aussi bien, parce que c'est proche de nous quand même. Malheureusement, ou heureusement, par bien des côtés. Et puis c'est déstabilisant, c'est peut-être pour ça que plein de gens sont pas, c'est ce que tu avais l'air de dire, sont pas très confortables avec ce roman, parce que on est doublement, je trouve, dans une position inconfortable. D'abord parce qu'on nous demande de sympathiser, parce que de fait, on est embarqué avec eux au début, on sait qu'on est embarqué avec les méchants. Et tu es dans leur petite troupe et on te leur présente avec leurs problèmes, leurs émotions, on te les présente de manière très humaine. Donc toi, t'es un être humain, l'histoire est de leur point de vue subjectif, donc t'es embarqué avec eux, forcément tu sympathises avec eux. Donc t'as pas envie qu'il leur arrive du mal, mais en même temps tu te dis ouais, mais c'est quand même des pourritures de l'Empire. Donc voilà, donc c'est le premier truc inconfortable. Deuxième truc inconfortable, quand t'arrives chez les partisans, là, des rêveurs, donc qui te sont présentés comme des terroristes, mais toi, tu sais que c'est censé être des gens alliés avec, même si c'est une frange un peu sectaire, même carrément sectaire, des rebelles, donc tes copains, ceux qui ont les médailles en chocolat et qui ont les coupes au bol. Et donc, du coup, tu les vois, et tu te dis, ils se comportent pas très bien, ces bâtards. Et dans le même temps, et c'est une petite groupe hétéroclite, comme d'habitude, chez nos rebelles résistants, où t'as toutes les races, tous les machins, tous les trucs. Et puis, pareil, finalement, on te les présente de manière très humaine, bien que là, tu aies beaucoup de non-humains. Tu sympathises avec eux, et t'as pas envie qu'il leur arrive du mal, mais en même temps, tu sais que comme les autres, ils sont là pour leur mettre la misère, ça va forcément chier. Et donc, t'es doublement pas bien pendant toute la lecture, parce que tu te dis, alors, je vais me faire tirer à droite à gauche, moi, là-dedans, là. Ce qui n'était pas le cas quand on avait lu la trilogie de Throne, parce que là, on était du côté donc des impériaux, de Throne, etc. C'était beaucoup moins inconfortable, parce que les gentils, entre guillemets, on les voyait de loin, en fait. C'était un vaisseau qui se faisait exploser, c'était, voilà. Que là, effectivement, on est tiraillé
c'est juste des gens, parce que ceux qui sont dans la résistance, ils en ont tous chié, leur monde a été dévasté, leur famille massacrée, machin, ils ont tous des bonnes raisons de détester l'Empire. Et l'empathie qu'on éprouve pour ces rêveurs, ça c'est un des points forts aussi du roman, nos petits loulous de l'Escouade Inferno, ils finissent par la ressentir aussi. Alors chacun à sa façon, mais c'est là que leur conflit, leur idéologie, la haine qu'ils éprouvent vis-à-vis des rebelles après la destruction de l'Étoile de la Mort, ça va se prendre une douche quand même. Et ils vont être un petit peu perdus. Et on sait, en ayant vu plein de films sur d'infiltration, machin là, que quand t'es undercover, t'es infiltré pendant longtemps, parce que ça se passe quand même sur une période de temps assez longue, t'es pas imperméable en fait. Et c'est très très difficile de garder le cap et de pas se laisser submerger par les émotions que génère la promiscuité avec ces gens que tu es censé détruire à la fin. Donc c'est d'ailleurs la ligne directrice du roman, c'est-à-dire comment ce petit groupe nouvellement constitué et qui est un groupe secret au sein de l'Empire, puisque ils sont un peu en mission, enfin ils sont pas un peu, mais c'est la mission, c'est les Expendables, c'est les missions suicide machin d'infiltration, comme tu l'as dit. Ils viennent de se rencontrer, ils se connaissent quasiment pas. Ils ont tous des personnalités très tranchées et au début ils sont un peu en compétition, tu sais pas dans quelle mesure ils vont se tirer la bourre, mais leur point commun c'est que ces quatre durs de dur on croit à fond dans les valeurs de l'Empire, vive l'Empire, à mort les rebelles, donc il y a aucun doute au début sur leur loyauté. Et la question c'est comment ce petit groupe d'abord se constitue, parce qu'ils sont toujours en train de se créer, donc comment est-ce que leur début d'équipe va se former et résister leur première grande épreuve du feu, qui est cette infiltration, et dans quelle mesure vont-ils parvenir indemnes, psychologiquement et ou physiquement, à la fin de cette mission. Oui, c'est clair que la constitution du groupe, elle est compliquée parce que tu as donc justement le personnage principal, Iden Versio, qui est la fille de Garrick Versio. Donc au début, il est inspecteur général du bureau de sécurité impériale. Il devient amiral suite à la débâcle de l'Étoile de la Mort. C'est le moment où il constitue donc cette escouade Inferno qui est secrète de chez secrète de chez secrète. Et il faut pas oublier que la mère de Iden, elle est peintre officielle puisqu'elle fait des affiches de propagande pour l'Empire. C'était intéressant parce que ça rejoint ce qu'on avait dit avec Aude sur les artistes, etc. Voilà, donc. Ça fait partie des bonnes choses là-dedans, ça. Moi, je dirais. Le personnage de Zieh, moi, il m'a passionné. Ouais, il est très très intéressant. C'est dommage qu'on passe pas plus de temps avec elle, mais bon, c'est logique aussi. Parce que ça a du sens par rapport à l'arc d'Iden Versio. Mais alors du coup, Iden, elle a été biberonnée à l'Empire, je veux dire... et c'est d'autant plus important qu'à un moment donné, le fait qu'elle soit la poster girl de l'Empire, ça va jouer dans la mission. Ça va être un ressort très très important pour la mission d'infiltration. Oui, parce qu'en plus, c'est un visage connu, identifiable pour tout le monde. Ouais. Parce qu'en dehors du fait que c'est, en dehors de Vador, la seule rescapée de l'Étoile de la Mort... parce que c'est Vador et elle, il y a que qui ont échappé à la catastrophe. T'avais aussi dans l'Étoile perdue notre Louloute, parce que c'est elle qui a recueilli Dark Vador en fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est tout à notre connaissance. Il n'y a pas grand monde, mais bon, elle, voilà, c'est un des visages parce que l'autre, le Louloute d'Étoile perdue, ils en ont pas fait tout un pataquès, mais ils en ont fait un pataquès parce que c'est la fille d'un haut gradé et que, comme tu l'as dit, elle était littéralement poster girl, puisque sa mère l'utilisait son visage sur les affiches de propagande du style « Vive la jeunesse hitlérienne », quoi, en mettant sa fille comme le visage de la jeunesse hitlérienne. Et c'est très très lourd pour cette jeune fille, parce que elle essaie toujours de plaire à son père, les relations compliquées avec papa, qui l'a élevée à la dure. La première partie du roman, où ils ont leur première mission, le groupe se constitue, ça va être... qui va prendre la tête de l'escouade. Et dans l'escouade, il y a une seule personne qu'elle connaît, c'est Gideon Ask, qui est un ami de longue date. Et qui, à mon avis, a un gros béguin. Il a un gros béguin pour elle, qu'elle ne lui retourne pas parce qu'elle est vraiment branchée sur autre chose. Il y a Sen Marana, qui elle est plutôt en mode cryptage, machin, spécialiste de l'analyse de données, polyglotte, ce qui a son importance pour la suite. Et Del Miko, qui était au début un shore trooper sur Scarif, et qui est un ingénieur de talent. Donc voilà, on a nos 4 loulous, là, 2 garçons, 2 filles, dont 2 seulement se connaissaient avant. C'est difficile de créer une cohésion de groupe parce qu'ils vont très vite se retrouver dans la mélasse, sur le terrain. Et c'est compliqué. Leur première mission est une réussite. Leur deuxième mission est un fiasco monumental.
Et la mission suivante, c'est la mission principale qui va occuper tout le reste du roman, c'est justement l'infiltration des rêveurs, qui se révèle une mission extrêmement compliquée et extrêmement dangereuse, évidemment. Il y a des gros enjeux autour de cette infiltration et des données qu'ils veulent récupérer pour porter un coup fatal à l'Alliance, quoi. Ouais, parce qu'effectivement, entre Yavin et, enfin, je veux dire, entre la fin du Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque. Pour que l'Empire contre-attaque, il faut qu'on leur apporte des croquettes, quoi. Faut qu'ils aient des informations. Voilà, ils peuvent pas contre-attaquer si on leur a pas donné à bouffer à l'Empire. Alors moi, j'ai noté des trucs ironiques du genre, quand Iden a survécu à l'explosion de l'étoile de la mort, à un moment donné, on nous dit qu'elle est en train de récupérer sur Os9 Prime, en sachant que c'est le système qui est détruit au début du réveil de la Force par Starkiller. Tu as aussi ce qui paraît ironique pour nous, mais qui finalement fait réfléchir, c'est qu'à la fin du chapitre 2, donc très rapidement dans l'histoire, ils assimilent la destruction de l'étoile de la mort à un acte de terrorisme. Et c'est vrai que techniquement, c'en est c'est un acte de terrorisme. Mais sauf que c'est notre gentil Luke Skywalker qui l'a fait. Donc tout de suite, tu sens que tu vas pas être à l'aise dans cette lecture et que... faut oublier notre preux chevalier. C'est relativement facile parce que y a pas vraiment de fan service. J'ai trouvé là, tu faisais l'allusion à Os9 Prime. Ils auraient pu. Je trouve que Christy Golden s'en sort bien et c'est peut-être pour ça aussi que des fois ça peut être aussi déstabilisant parce que t'es pas en train, comme d'habitude, de compter là tous les personnages qui sortent du saloir là et que t'es là bon alors attends check alors lui on l'a vu lui il était à tel endroit machin celui-là je le connais machin tiens il y a un beat qui joue dans le fond enfin bon tu le faisais pas vraiment sur celui-là et il y a vaguement une référence enfin il me semble après je te dis j'ai pas forcément tous les trucs en souvenir mais juste la référence de ah ouais cette traîtresse de Leia Organa oui. Mais c'est tout quoi, c'est pas on te fait pas du name dropping permanent, tu croises pas Vador dans les couloirs, enfin c'est vraiment son propre univers, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ils évoluent dans leur propre truc avec leurs propres problèmes et ça se rattache au cheminement, enfin, ce qu'on a dit à la chronologie de base de Star Wars, mais ils font leur taf quoi, ils font leur vie eux. Oui voilà, ça se raccroche dans la timeline, mais effectivement t'es pas en train de compter les Easter eggs dans le roman et ça c'est rafraîchissant parce que des fois c'est trop forcé, ça a le don de nous énerver. Et du coup ça amène des nouvelles choses, tu vois. Voilà. Et alors il y en a qu'on est obligé de garder pour la partie spoil. Il y en a, alors je vais placer celle-là parce que c'est pas du spoil et que ça fait partie des plus belles images que j'ai personnellement préférées. Les Vierges de Chinia là, l'arbre. Ah j'ai adoré ce passage-là qui fait très les arbres, les barrales là de Game of Thrones. Mais il y a toute cette histoire avec donc la planète natale de Iden, enfin celle de sa famille. Vardos, ouais. Vardos où effectivement il y a un arbre qui a des feuilles rouges et qui sert à rien. On dit il est très beau, il porte pas de fruits, tu peux rien en faire, tu peux pas faire de sculpture avec, tu peux pas fabriquer quoi que ce soit, l'écorce c'est pas utilisable. Donc c'est vraiment juste un joli arbre. Et ce qui est beau, c'est les légendes qui sont greffées autour. Alors une histoire d'amour tragique de jeune fille, enfin ça fait très Ovide les métamorphoses qui de chagrin avec son fiancé est devenu un arbre machin. Et c'est surtout que quand les feuilles tombent, enfin ça fait comme s'il y avait du sang qui coulait quand ça tombe dans l'eau, il y a tout ce passage-là où Iden, elle a ce visuel d'une feuille qui tombe dans l'eau avec 4 tourbillons. Alors, t'as ces 4 personnages dans l'escouade. Donc, l'idée du sang qui coule, du sacrifice, puisque comme elle l'explique après, son père a utilisé... Il y a la propagande, c'est le maître mot de cette famille, finalement, qui sait très bien l'exploiter, parce que ce soit le papa qui a le sens naturel de la propagande rhétorique et la mère qui a le sens de la propagande graphique, c'est assez intéressant pour ça. Et donc cette image visuelle donc qui appartiendrait plus, je veux dire, au domaine de la mère pour le coup, parce qu'avec cette symbolique, etc., le père l'a utilisé en expliquant que cet arbre devait être le symbole des gens de Vardos ou de tous les défenseurs de l'Empire qui sont prêts à donner leur sang et à se sacrifier pour l'Empire. Le fait que ce soit un arbre complètement stérile, donc non productif, est intéressant en soi. Et bon, évidemment, l'image du sacrifice, dans la mesure où tu es dans ton parallèle de Rogue One, le vrai Suicide Squad du cinéma, là, tu as ton Suicide Squad 2, quoi. Oui, parce que vous vous doutez bien que
Ils vont peut-être pas tous rentrer au bercail, enfin tout le monde va y laisser des plumes là-dedans. Hein. Oui, oui, voilà, mais je suis pas en train non plus de dire que tout le monde crève, voilà, qu'on soit d'accord, cette phrase n'a rien de... Ne pensez pas que si vous l'avez pas encore lu et que vous nous suivez que cette partie, ça ne vous dit pas exactement la fin. Donc, mais en tout cas, ce symbole-là, et j'ai trouvé, c'était un super bel ajout. Ça, de temps en temps, ils nous sortent de la végétation intéressante dans Star Wars. Ils en sont capables. Et celui-là, j'ai bien aimé. C'est vrai que j'avais oublié, moi, tu vois, ça m'avait pas... T'avais pas frappé, toi, celui-là? Bah, j'avais trouvé l'image assez belle. Comme toi, j'avais un visuel plus des arbres de Game of Thrones, mais ça s'était arrêté là. Moi, j'étais pas du tout dans... Pour le coup, pas du tout dans le symbolisme, j'étais dans la guerre, l'espionnage. Ah bah oui, mais c'est parce que toi, t'aimes bien les films de guerre et moi pas, on en revient toujours à ça, voilà, c'est pour ça. Hein. C'est parce que moi, du coup, je suis là, oh putain, est-ce qu'il y a au moins quelque chose à shipper là-dedans? Non. Non, il n'y a pas. Bon, alors attends, alors je vais essayer de trouver autre chose. Bon, ils aiment le pinard, ok, la picole, ça passe, Claire, ça l'intéresse. Les bijoux, ok, ça m'intéresse. Et puis bon voilà, quelques jolies trouvailles symboliques, dont celle-là. Et on parlait de propagande, c'est aussi un des thèmes qui m'a personnellement beaucoup plu, mais encore une fois parce que je ne suis pas dans les trucs de guerre, donc si vous aimez pas les trucs de guerre, je suis la preuve qu'on peut y trouver son compte là-dedans. Toute la question de la rhétorique, de l'utilisation des mots et de l'image, c'est le gros fil rouge de ce roman, j'ai trouvé. Et comme c'est un thème qui a été souvent abordé de manière assez éloignée dans Star Wars, c'est vrai qu'il y avait le bouquin qui avait été fait par... Bah, c'était Pablo qui avait fait c'est ça. Un très beau livre sur la propagande dans Star Wars. Faut que je me le procure, ouais, moi aussi, d'ailleurs, parce que moi ça m'intéresse sur vraiment ma wishlist beaucoup. aussi, ouais. Ah bah voilà, bon bah petit Papa Noël sortir en janvier, bah les écoute, rois mages, pendant l'année. Ouais, en Galilée, je sais pas s'ils vont te trouver tous les bouquins possibles. Pour les étrennes, là, tu veux dire? Oui, la propagande, là, c'est pour une fois, c'est un bouquin qui en parle vraiment. Même si c'était déjà abordé, je vais lui reconnaître ça également par Claudia Gray dans Étoiles perdues. Ouais, puis dans indirectement aussi, en tout cas, il y a des histoires d'affiches qu'on vandalise dans Lien du sang. Oui, c'est vrai. Toute la campagne en diffamation contre Leia. Ouais, c'est vrai. Et là, je crois que c'est la première fois que tu as des faiseurs de propagande qui te sont présentés. Ouais, c'est ça, on a basculé de l'autre côté du miroir et c'est très inconfortable. Mais en même temps, c'est tellement intéressant d'avoir les deux points de vue sur un conflit que ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce parti pris en plus. Et que ce soit eux les héros du jeu vidéo en plus, même si tu peux incarner Kylo Ren, Luke Skywalker, machin, en fonction des mondes et des phases de jeu, bah, je trouvais que c'était vraiment top, quoi. Faudra qu'un jour on lise son pendant Battlefront tout court, la Twilight Company, parce que là on est avec les rebelles. Ah, dis-moi qu'il y a des vampires là-dedans. Des vampires qui brillent au soleil, je ne sais pas, je l'ai pas lu, hein, donc... Je sais pas, je m'en fous, mais est-ce qu'il y a quelqu'un à shipper là-dedans? Merde. C'est pas possible. Voilà, attention, ça je peux le dire, ça, les gens que ça gonfle pour le coup d'avoir de la romance, même s'il y a vaguement des histoires de flirt et des choses comme ça, c'est pas le maître mot. Et, non, c'est pas ça que vous allez retenir, hein, du tout. Non, mais bon, le peu qu'il y a, c'est très classique Star Wars, c'est-à-dire ça va aller nulle part, mon gars, et ça va se terminer tragiquement, voilà. Là aussi, c'est pas du spoil, c'est du Star Wars. Cimetière de l'amour, hein, on vous apprend rien, les gars. Voilà. L'écriture était gritty aussi. Plusieurs fois, il y a des gros mots. Perso, c'était la première fois que je voyais des gros mots dans un roman Star Wars. Ah, c'est vrai. Et c'est vrai. Et si je puis me permettre, en tant que traductrice maintenant officielle, moi, justement, quand j'ai eu à traduire un passage, pour ceux qui le savaient pas, voilà, j'ai traduit l'audio, parce que c'est vrai qu'après tout le monde ne le sait pas forcément sur notre chaîne. Ceux qui sont restés jusque-là, je me suis retrouvée à traduire l'audiodrama pour La Haute République, Maître Tempête. Pour moi, c'était la première fois que je le faisais. Il y avait des fois, ça me semblait évident que ça devait être un gros mot, et je savais pas dans quelle mesure je pouvais mettre un gros mot vers un merde ou un putain dans Star Wars, si tu veux. C'est un truc j'étais pas à l'aise avec ça. C'est-à-dire que pour moi, ça semblait complètement logique par rapport au type de personnage que t'as. Enfin, il n'allait pas dire, oh, sapristi. Ça perd l'hypopète. Oups, c'est ici. Mais c'est vrai, mais sauf qu'on les voit jamais dire ça. Alors, c'est pas toujours Criff en plus que t'as à traduire, parce que Criff, c'est facile, tu traduis par Criff. Mais quand t'as un truc qui a un beau gros mot de base en anglais, bah tu dis, bah alors d'accord, donc je fais un beau gros mot de base en français. C'est pas toujours simple ce qui est validé ou pas. Et donc c'est vrai ce que tu dis, ouais, le fait qu'il y ait des gros mots, ça peut surprendre. Mais c'est vrai que comme c'est pas du jeune adulte là. Ah non.
On est sur de l'adulte tout court. Bah, le jeu, en plus, je sais pas si le jeu, il est au moins PG-13, hein, je pense. Hein, mais C'est vrai qu'ils vont pas dire ça perlipopette dans le jeu. non, bah non. Alors, pour ce qui est des gros mots, etc., ou du langage, on va dire, familier, j'ai quand même constaté, page 323 dans l'édition française, que Sandy avait réussi à recaser Greluche. Ce coup-ci, c'est Greluche de l'Empire, non pas Greluche Jedi comme dans Chevalier Errant. Petit clin d'œil parce que je l'avais relevé quand on avait fait la review de Chevalier Errant et ça avait bien plu à Sandy, donc là je constate. Et peut-être que, en fait, mais peut-être qu'il nous répondra, il nous fera peut-être l'amitié de répondre, peut-être que Sandy s'amuse à coller le mot greluche dans chaque... Ça c'est son fétiche ou un challenge personnel, dès qu'il peut il casse greluche. Faudrait limite le vérifier dans le Kenobi, ça se trouve, il y a une greluche de Tatooine quelque part, une greluche des sables. Peut-être qu'il s'amuse à coller, tu sais, peut-être un pari qu'il a avec Lucille, tu sais, allez, est-ce que tu vas arriver à placer tel mot dans le machin? Il n'y a pas de raison que les traducteurs puissent pas s'éclater dans la vie, merde. Donc voilà, ça je voulais quand même le souligner parce que j'ai tiqué là-dessus, je dis ah, t'en es au moins ta deuxième greluche, Sandy. Oh, est-ce qu'il en est qu'à la deuxième? Bah, on n'a pas encore lu toutes ces traducs, donc faut voir. Voilà, combien de greluches, Sandy? Vas-y, fais péter ton chiffre. Oui, il y a des trucs qui m'ont fait rire. Alors, c'est parce que j'ai l'esprit mal placé, peut-être. C'est le peut-être et de trop. Hein, tu as l'esprit mal placé. Alors, il y a toute la partie... Alors, personnellement, tu parlais des premières missions, là, les 2 premières missions. Je les ai vraiment lues... voilà, il y avait des mots sur les pages. J'ai pas forcément complètement accroché encore au début de leur mission. Je le lisais sans difficulté, mais j'étais pas complètement investie sur les premières histoires. Là, ils sont dans des bars, des machins, des trucs. Par contre, parce que j'étais pétée de rire sur le nom des bars. La singularité, ouais. J'avais un visuel soit d'avoir le cabaret de Michou, soit d'avoir un club gay ou échangiste ou machin. Parce qu'un truc qui s'appelle la singularité, t'es à 2 doigts du recto verso quand même. Alors moi j'étais partie sur Trou Noir, machin, Hawkins et compagnie. Moi j'étais partie là-dessus. T'étais sur cette singularité, voilà, moi j'étais sur une autre singularité. D'autant que t'as des gens avec des bijoux, du maquillage et des bidules, j'étais là, bon, bah, c'est vrai que la clientèle est assez queer, hein. On peut se poser des questions. Je t'ai dit. Alors, moi je pense que c'est plutôt ça, hein, très honnêtement. Hein. Et donc j'étais là, oh, de voir, ça change. Moi, c'est pas du tout ça qui m'a marqué dans la scène du bar, mais on y reviendra dans la partie spoil. Bon, bah alors attends, mince, alors il y a un truc que j'ai raté. Alors, me dis pas qu'il y avait Han Solo qui passait avec son faucon. Non, pas du tout. Ou alors je l'ai raté aussi, mais je pense qu'on va devoir passer à la partie spoil. En résumé, est-ce que c'est une lecture qu'on vous recommande ? Oui. Oui, alors bah oui, c'est moins mitigé, c'est oui, il faut le lire. Moi, de toute façon, je dirais jamais à quelqu'un, il faut pas lire ce livre, c'est une merde. Sauf la novélisation de l'épisode 9. Oui, mais même là, en fait, non. Après, faites-vous votre opinion. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce que je me dirais. Moi, j'ai pas aimé Because, mais c'est mon avis personnel. Mais je dirais jamais à quelqu'un, lisez pas ce livre, vous foutez-le au feu, quoi. Ah bah non, bien sûr que non. Donc là, celui-là, bah écoute, oui, il est intéressant. Puis si quelqu'un adore Rogue One, bah tu peux pas lire ce livre, parce que ça reste dans la continuité, aussi bien au niveau du pivot central qu'est Saw Gerrera, donc ça fait la jonction, et puis c'est la même ambiance. Donc disons, quelqu'un qui est fan de Rogue One ou du jeu vidéo, clairement, il faut qu'il lise ce livre. Hein. Et je pense qu'un jour, il faudra qu'on se fasse un podcast sur Saw Gerrera et le côté sale de la guerre dans Star Wars. Tu seras peut-être pas emballé parce que t'aimes pas la guerre, mais je pense que ce serait intéressant parce que finalement on a suffisamment de contenu au-delà de Rogue One pour le faire, parce que c'est abordé dans Les Gardiens des Whills. Non, si tu veux. C'est abordé dans Catalyseur, c'est abordé dans un autre roman. Dans le Mandalorian, dans Soulèvement rebelle, où Jyn Erso est encore avec Saw Gerrera et c'est là que ça va clasher. Parce que dans les romans juniors, ils mettent des trucs un peu costauds. Un Gardien des Whills, c'était un peu costaud, hein, pour ce qui est de la guerre, du terrorisme, machin. C'est même pas du YA, hein, c'est du junior, donc je trouvais ça... Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser sur Saw Gerrera. Il y a Rebels, évidemment, qui alimente pas mal le sujet. Donc à voir. Le côté sale, si tu veux le faire, je veux bien le faire. Moi, de toute façon, j'arriverai toujours à coller des gifs de Yoda en train de gerber. Donc c'est pas un problème. Le côté sale de la guerre, il n'y a pas de problème. On va trouver. Bon, qui c'est qui est pour le côté sale de la guerre dans Star Wars vu par les Lucasfilms? Faut toujours nous l'indiquer en commentaire. Comme on a un humour sale, ça ira très bien avec. Bah, ça ira très bien, ça fera ton sur ton, tu vois, ça fera même pas tâche.
Donc, on part en spoil. Allez, les spoils. Bon, ça couche pas. Merde. C'est tout. Il y a un bisou et c'est tout. Et le couple sera séparé, bien sûr. Le couple naissant, en plus, infiltré, empire, jeune rebelle, forcément, ça pouvait que partir en cacahuète. Hein. Donc, moi, pour revenir sur la scène de bar, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la scène à partir de laquelle je pouvais plus lâcher le roman, c'est qu'en fait, il y a un attentat terroriste dans le bar, il explose. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment moche, c'est vraiment dégueulasse. Ça m'a vachement marqué, en fait, quand la mission part en cacahuète, parce qu'ils veulent récupérer un transfuge qui a des informations sur les rêveurs. Et au départ, ils espèrent juste les coincer comme ça. Et puis ça capote parce que tout le monde crève dans l'explosion du bar, ça part en sucette. Du coup, d'où l'infiltration de l'escouade pure et dure des rêveurs, en fait, de cette cellule terroriste, vraiment extrémiste de l'Alliance rebelle, dont ils se sont détachés d'ailleurs. Donc c'est vraiment les dignes héritiers de Saw Gerrera et de sa version de la guerre sale à laquelle le reste de l'Alliance adhère pas des masses, quoi. C'est le fait que ça pète qui t'a... Ah, ça m'a... Honnêtement, la façon dont c'était amené, etc., tu sentais la tension monter et tout dans le langage, la rapidité des dialogues, etc., et un fait que tu sens la tension monter, tu sais que ça va partir en cacahuète et ça explose. Et ça m'a rappelé la scène d'ouverture de Children of Men où notre pauvre Clive Owen, il a juste le temps de se prendre un café, de sortir et l'espèce de coffee shop où il était explose. Et moi, ça m'a fait le même effet, en fait. J'avais beau sentir le truc monter, je pensais pas que ça partirait dans cette direction. Et je me suis dit, ok, on part là-dessus. C'est vraiment un acte terroriste. Il y a des civils qui sont restés. Ok, j'achète. Je veux voir la suite. Je veux savoir où ça va me mener, quoi. Bah oui, mais alors tu vois, à côté de ça, paradoxalement, t'avais quand même le gros moment terroriste que tu sentais monter, qui était carrément de s'en prendre à un groupe scolaire qui était en goguette, qui était en sortie scolaire à visiter, machin, avec leur sac au dos et leur bidule, et tu te dis, oh putain, ils vont faire péter des enfants. Bah non, ils le font pas. Non, mais ils le font pas, mais parce qu'entre-temps, on a suivi quand même l'évolution de nos 4 personnages, et en l'occurrence de Sen Marana, qui est donc la petite analyste, etc., qui va jusqu'à souffrir dans sa chair pour son identité, pour son infiltration. Mais parce qu'ils n'ont pas des masques magiques comme dans Mission Impossible. Non, ils sont obligés d'endosser des identités secrètes pour gagner la confiance des rêveurs, et la première qui arrive, c'est Sen, qui est donc déguisée en ancien esclave, qui a été maltraitée, etc., donc a toutes les raisons d'en vouloir à l'Empire, qui a été vendue dans l'espace Hutt, puisque même si elle est polyglotte, elle parle genre en 29 langues ou je sais pas quoi, elle fait genre, elle en parle que 2, le basique et le Huttese, donc la langue des Hutt. Ça en a sa importance pour la suite. Donc plus son corps est marqué et plus les autres ils vont gober son histoire. Donc déjà elle paye de sa personne d'entrée de jeu alors que par ailleurs c'est une bleue. Elle a jamais été sur le terrain ou presque, sauf les premières missions avec les squads. Et c'est là que tu ressens une certaine misogynie de base dans l'Empire. Sur le fait que cette bonne femme qui a énormément de talent et qui a une mémoire édétique, ce qui a son importance pour son personnage. Ouais, dans sa psychologie et tout. Ouais. Et par rapport à l'incident du terrorisme raté que je viens d'évoquer là avec les enfants, la raison pour laquelle ça se fait pas, cette femme-là, c'est elle qui choisissent pour... Alors toi, on va te donner ton passé de pute Twi'lek. Bon, c'est pas une Twi'lek, hein, parce que c'est dans l'Empire, donc c'est forcément une humaine. Mais néanmoins, c'est elle qu'on choisit. On en avait parlé un peu dans l'épisode sur la beauté et la cosmétique. C'est-à-dire le fait que, comme elle est pas vilaine de sa personne, forcément, elle a été esclave sexuelle. Et c'est compris par tout le monde, hein, même s'ils en parlent pas dans le groupe. Il y a des regards sous-entendus sur le fait que, forcément, elle a été abusée sexuellement par son précédent maître ou des choses comme ça. Et non seulement il faut qu'elle soit marquée psychologiquement par ça et d'une certaine manière rabaissée pour ce truc, il la marque physiquement. Elle se tape ça et ça te rappelle que dans la galaxie finalement... ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire que c'est plus les femmes, encore une fois, qui sont victimes de sévices sexuels et de choses comme ça, apparemment, que les hommes, puisque un des 2 garçons aurait très bien pu être dans ce rôle-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir un garçon esclave sexuel qui a été récupéré? Pourquoi ça tombe sur la fille? Parce que je pense que le lectorat masculin de Star Wars est plus habitué à ce cas de figure. Et c'est dommage, parce que c'est écrit par une femme. T'avais l'occasion de faire autre chose. Elle a sans doute pas fait ce qu'elle voulait sur ce
terrain-là. Bah voilà, mais du coup c'est parce que par facilité, quand à un moment ils sont séparés, c'est d'un côté Eden Versio, bon alors elle on lui donne un alibi sur lequel on reviendra après, enfin bon, ils ont chacun, ils vont avoir 4 scénarios, enfin disons qu'il y a 3 scénarios qui sont écrits pour eux, pour arriver à infiltrer les rêveurs. Donc t'as Eden d'un côté, donc Sen de l'autre avec ce passé d'ancienne esclave sexuelle, voilà, et donc les deux frangins là, les deux... enfin, ils sont pas frangins, mais les deux mecs à qui on raconte une histoire de vous êtes 2 frères et puis vous avez échappé au dernier attentat bidule et vous allez essayer de retrouver le groupe des rêveurs. Et les mecs ils restent ensemble. Les filles tu les mets sont à part. Hein. Là où c'est intéressant, c'est que Sane, dont le visage n'est pas connu parce qu'elle a toujours bossé derrière des ordinateurs à faire de la crypto, machin, l'analyse de données et tout. Donc elle est déguisée en prostituée et elle intègre comme ça le groupe. Eden Versio, au contraire, on va se servir du fait que son visage est célèbre dans la galaxie tout entière pour infiltrer les rêveurs, et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que la poster girl de l'Empire va devenir la poster girl des rêveurs. En tout cas, c'est ce qu'elle leur fait croire. C'est comme quoi, des fois, plus le mensonge est gros et plus il passe facilement, si tu veux. C'était la seule possibilité. Ah bah oui, elle est trop connue. Elle était tellement connue qu'ils ne pouvaient pas lui donner, à moins de lui mettre un masque magique à la Mission Impossible ou drama chinois, c'était pas possible pour elle. Donc là, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme approche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que au fur et à mesure que tous leurs personnages se rapprochent des rêveurs, apprennent à les connaître et à connaître leur drame intime et leurs insécurités, et ils s'attachent à eux. Chacun à sa façon, à part Gideon, qui est l'exception qui confirme la règle, et on y reviendra sans doute. Il en faut toujours un. Mais il en faut toujours un. Lui, il est endoctriné tellement... Il est irrécupérable. Tu pourrais croire que c'est Eden qui est la plus endoctrinée, de par son passé, etc., l'éducation qu'elle a reçue, mais pas du tout. Vers la fin, elle doit convaincre le mentor, donc qui est un peu le guide. Mais après, il y a des guéguerres de... Le chifou. Il y a un peu des guéguerres de pouvoir entre lui et Staven pour diriger les rêveurs. D'ailleurs, les squads essaient d'en profiter. Pour le convaincre qu'elle n'est pas une traîtresse, après un événement dramatique, il faut qu'elle continue à le convaincre. Elle lui dit, mais en fait, je fais pas ça parce que je crois à l'Alliance rebelle ou que je crois plus à l'Empire. Je fais ça parce que je déteste mon père. Et là, c'est un moment qui est cathartique pour elle. Elle vide son sac et toute la haine, tout le ressentiment qu'elle a vis-à-vis de son père, le divorce de ses parents, le fait qu'elle n'a pas beaucoup vu sa mère finalement, qui est en phase terminale au moment où elle part en mission, le fait que son père, il soit vraiment, c'est un tyran en fait, qui est jamais satisfait, qui machin, il y a tout qui ressort et c'est là que le mentor la croit en disant, ok, la haine, c'est le premier motivateur. Ok, là, je te reçois 5 sur 5, là, tu m'as convaincu que tu étais avec nous. Alors qu'elle était sur la sellette, et que ça pouvait vraiment lui péter à la gueule et elle pouvait se faire découvrir comme un autre membre de l'équipe juste avant. Parce qu'il vaut mieux utiliser un fond de vérité pour tes mensonges. Bien sûr, comme les acteurs qui vont chercher en eux des expériences ou des sensations pour créer leur personnage. C'est pareil, c'est ce qu'elle a fait. Et cette scène, elle était vachement intéressante parce qu'effectivement, à un moment donné, je pense qu'elle a voulu quand même faire un pied de nez à son père et presque adhérer à cette idée de pas de trahir l'Empire. Elle finira par le faire des années après dans Battlefront 2, dans le jeu. Mais les graines, à mon avis, les germes sont déjà là, en fait. Dans tout ce qu'ils vont se manger dans la gueule dans ce roman. Oui, parce que le Garrick, on va au moins lui reconnaître ça, si tu veux, c'est que sa fille, il l'a élevée, que ce soit une fille ou un garçon, il l'aurait élevée pareil, de toute façon. Ouais. C'était sa seule héritière, donc il l'a élevée pour qu'elle soit la meilleure. Donc en lui foutant la pression permanente et en mode chez nous on pleure pas, ma petite chose, donc t'as intérêt à never explain, never complain. Et donc oui, elle a été élevée à la dure par son père parce que la mère était partie, la mère artiste était partie. Bon, t'es pas sûr qu'elle aurait été élevée avec plus de douceur par sa mère, parce que comme la mère était pas mal indoctrinée également, de toute façon c'est l'Empire avant tout pour les parents. Même s'ils aiment leur fille, c'est l'Empire qui compte. Oui. La seule consolation que Eden aura, c'est qu'avant de mourir, sa mère a su qu'elle n'était pas une traîtresse à l'Empire. Ah ouais, parce que ce passage-là, c'était dur. C'est-à-dire le moment où justement, elle doit faire croire que c'est une traîtresse et qu'elle reçoit un message vidéo de sa mère en prison, parce qu'elle attend de se faire exfiltrer par la bande de rêveurs qui vont sauter sur elle, trop contents de pouvoir utiliser, comme tu l'as dit, une nouvelle une poster girl de regarder cette fille
figure hyper connue de l'Empire, a fait défection. Ça montre à quel point c'est des bâtards. Elle va nous révéler tous les tenants, les aboutissants, nous donner des informations cruciales. Enfin, c'est énorme pour eux d'avoir converti une ancienne de l'Empire, si tu veux. Et donc, le moment où elle reçoit ce message vidéo de sa mère, quasiment sur son lit de mort, en train de lui dire je te pardonnerai jamais d'avoir trahi l'empereur, Palpatouche, c'est trop de la balle, comment t'as pu faire une chose pareille, crève charogne. Bah, c'est vrai que son angoisse, c'est merde, il reste plus beaucoup de jours à ma mère, et elle va mourir en pensant que j'ai trahi la cause qui est la plus chère à son cœur. Elle va mourir en me maudissant. C'est le seul moment de rachat de son père, du coup. C'est le fait qu'il ait au moins la décence de dire à sa mère que, bah non, elle agissait en agent infiltré et qu'elle a jamais trahi l'Empire. En tout cas, à ce point précis de l'histoire. Qu'elle avait même été prête à sacrifier son image pour le bien de l'Empire et pour faire réussir une mission hyper importante, quoi. Donc, je vais te dire que quand elle revient, la gueule enfarinée, et qu'ils sont tous en vrac après la fin de la mission chez les rêveurs, ça va être peut-être sa seule consolation, c'est que sa mère est pas morte en la maudissant, quoi. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir au final. Parce que même si les squads, finalement, arrivent à désosser la cellule des rêveurs, voilà, Iden et Del Miko, donc l'ingénieur, n'en retirent aucun plaisir, aucune satisfaction. Iden s'en sort pas indemne, voilà, c'est l'idée. Et d'elle non plus, mais c'est ce qui les rapproche aussi, c'est le moment du bascule, c'est-à-dire quand tu commences au début, quand je disais est-ce qu'on va pouvoir shipper, et tu commençais au début avec Gideon et elle, voilà, les meilleurs potos for life, il y a possibilité, ils sont de la même origine sociale, ils se connaissent, ils ont les mêmes valeurs, bon, ça va te faire un bon joli mariage arrangé cette affaire, ça va, et en fait ça bascule, c'est-à-dire que vers la fin, à la fin, tu sens qu'il y a eu une scission dans le groupe. Bon, déjà, il y en a une qui est morte, hein, donc la deuxième nana. Donc ça crée déjà un point 2. Et d'ailleurs, c'est montré dans le roman par le fait que, au niveau des prénoms, la manière dont ils s'appellent les uns et les autres, ça change, puisque ils recommencent à s'appeler par leur nom de famille. Et Del et Iden ont un point commun à la fin de l'histoire qu'ils n'ont pas avec Gideon. Oui, c'est bien montré dans l'épilogue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont un échange en off, et Del avoue à Iden Versio qu'il s'était attaché à un des membres des rêveurs qui avait des problèmes de santé, et il avait réfléchi à une façon de le soigner. Il y a des liens qui se sont créés avec les rêveurs, donc c'est pour ça que c'était tellement compliqué leur mission. Et Iden lui laisse entendre qu'elle aussi, elle a éprouvé de la compassion pour ses ennemis, ce qui n'est absolument pas le cas de Ask, qui était trop endoctrinée. Et ça se voit à la toute fin, quand Iden a eu sa catharsis là, face au mentor, qu'elle a enfin réussi à lui piquer les infos, etc. Au moment où elle sort de la grotte, elle se rend compte que Gideon a tué tous les autres rêveurs, alors qu'elle avait déjà les infos, etc., et que c'était pas des morts forcément nécessaires, et elle pète un plomb, en fait. Et lui, il comprend pas parce que, non, c'était la mission, on a terminé maintenant. On les a tués, toutes ces charognes, on en a pas besoin, machin. Et elle supporte pas, et d'elle non plus, il blême, quoi, voilà. Donc c'est la grosse différence entre eux, et c'est ce qui fait aussi que, du coup, au moment où dans le jeu vidéo Battlefront 2, c'est le monde d'Iden, donc c'est Vardos qui va être attaqué pour l'opération Cendre, elle va trahir, et elle va rejoindre l'Alliance Rebelle, et Del aussi. Voilà, et la coupure, elle se fait à ce moment-là, et des années après, Ask va les retrouver parce que lui, il aura rejoint le Premier Ordre. Il va tuer Del, il va essayer de tuer leur fille, parce qu'ils ont une petite fille tous les deux, et Iden va finir par mourir, se sacrifier pour sauver sa fille. Si tu veux, ce que j'ai bien aimé dans ce roman, a posteriori, du coup, en cherchant aujourd'hui sur le jeu Battlefront 2, c'est en fait, Christy Golden a mis les germes de la psychologie des personnages qu'on retrouvera tout au long du jeu. Et elle a fait suffisamment intelligemment, de façon suffisamment subtile, je pense, pour que tu puisses l'apprécier toi sans connaître le jeu et que les gens du jeu se disent « Ah ouais, c'est vrai quand même, il y avait des passerelles. » Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Oui, puis en plus, du coup, Del, il connaît un secret du fait qu'elle n'ait pas tué le mentor, en fait. Elle a pris les infos, mais elle l'avait pas tué. Mais il finira pas mourir dans la grotte, quoi, parce que Gideon, il fait tuer tout le monde, quoi. Mais elle l'avait pas tué. Elle a vraiment une catharsis à la fin qui est hyper importante, le fait de dire « je déteste mon père », etc. Mais juste avant, elle a quand même buté Sane, qui en fait était en telle détresse psychologique suite à la débâcle de la sortie scolaire, ce que tu expliquais là, que comme une conne, elle a vendu la mèche sur le fait qu'elle était polyglotte. Elle était censée connaître que 2 langues, et à un moment donné, mais connement, vraiment une erreur de début
du temps, alors elle s'était bien démerdée jusqu'à présent. Elle les avait tous dans la poche avec son passé d'esclave, maltraité, machin. Ouais, puis il y en avait un du groupe qui avait eu le béguin pour elle, alors bon, en plus... Qui est morte dans le truc qui a capoté, etc. Enfin bon, voilà, avec qui elle avait eu un petit bisou. Et en fait, les autres, ils se sont rendus compte, ah bon, tu parles une langue en plus? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? À ce stade, vu qu'il y a des trucs qui ont capoté, qu'ils ont déjà trouvé un autre agent impérial infiltré qui n'était pas un membre de l'escouade et qui l'ont torturé, et la notion de torture, elle revient. Hein. C'est-à-dire pareil, on n'a pas les détails. C'est le moment où tu te dis, mais tant ils sont tous sympatoches et tout, et en fait c'est des brutes sanguinaires. Des brutes sanguinaires, un vieil espion de l'Empire endurci. Ça prend 7 heures de torture, mais ils ont fini par le briser, quoi. On te le dit pas en détail. Et on te dit pas comment, ouais, tu sais pas qui a fait quoi. Tu sais comment ils se débarrassent des corps et les mettent dans un broyeur aussi, comme dans un truc à poubelle. Enfin bon, c'est Ah bah chaud, les corps, c'est compliqué, la question des corps. Ouais. Pour moi, c'est pas clair du coup, et ça, c'est une des meilleures trouvailles, c'est parce qu'il y a toute cette question de où sont passés les corps régulièrement, parce que voilà, il y a des cadavres, donc où est-ce qu'ils se sont débarrassés des cadavres? Tu vois, le broyeur, je l'ai pas vu passer. Mais il y a un moment comme ça où ils en ont fait quoi, justement, le cadavre de Seine, qui a été abandonné au désert, ça leur pose un gros problème, si tu veux. Là, on part en Antigone quasiment, et en fait, on retrouve pas les corps. Et il y a ce mystère, là tu pars sur les cités d'or ou j'en sais rien. Ah ouais, c'est creepy, j'avais ces visuels-là, ouais, des trucs comme ça, où il y a toute une histoire avec une grotte. C'est là où il y a le copain chauve-souris, là, Pico, je sais pas comment le prononcer. Pico, mais je sais pas si tu prononces Pikoff parce qu'il y a un W à la fin. Je sais pas si tu vois, c'est ça que je suis pas sûre sur la prononciation. Donc je te donne pas qu'il traîne dans les grottes puisque c'est une chauve-souris. Mais ils trouvent des statues, des grandes statues avec des cristaux à l'intérieur. Alors c'est aussi tout un fil rouge dans l'histoire parce il y a tout ce côté, cette quête parallèle, secondaire d'elle qui a son propre, parce que chacun ils ont leur propre expérience au sein du groupe du rêveur. Effectivement, ils sont ensemble, mais du coup ils se retrouvent forcément par la force des choses à vivre des choses différentes puisque ils sont pas censés se connaître et qu'ils se retrouvent embringués avec différents membres de l'équipe des rêveurs. Et donc eux, ils s'intéressent à d'où ça vient, cette civilisation, quelle civilisation était là avant sur cette planète de Géosine. Et une planète intéressante parce qu'en plus elle a un système de rotation très très long. Donc il faut 3 jours pour avoir une journée ou 3 mois pour avoir une journée, j'ai oublié un truc comme ça, mais c'est hyper long si tu veux. Donc cette question de temps arrêté, suspendu et de lenteur est également intéressant. Il y a un mystère sur ça. Ils veulent savoir à quoi ça servait, comment tu les fais marcher. Est-ce que c'est des machines de guerre? Est-ce que c'est... Et en plus, il y a toute la question des organes parce que ils se rendent compte que c'est comme s'il y avait des organes à l'intérieur, mais bon, c'est des machines quand même. Et ils savent pas à quoi ça sert ou comment on les utilise. Et puis finalement, tu as cette révélation à la fin que ce sont des droïdes mortuaires qui servent à récupérer les cadavres et à veiller les corps, quoi. De cette civilisation disparue, finalement, il s'était créé des gardiens macabres là, ou des gardiens qui sont là pour être avec toi au lieu d'enterrer les gens vivants comme on faisait dans certaines civilisations pour venir te servir après la mort. Et là ils avaient fait des droïdes. C'est ça, j'ai trouvé ça passionnant. Moi même le bouquin aurait été que là-dessus, j'aurais été contente. Moi ça cette civilisation disparue, je te dis, j'étais en mode Maya machin, Indiana Jones. Très bien, ça m'allait très bien ça. J'étais partie du côté de l'Égypte avec le fait de garder les corps et machin. Mais oui, il y a complètement de ça. Et à la fin, quand ils s'en rendent compte, moi j'avais presque des visuels à la Miyazaki avec les robots, que ce soit le château dans le ciel ou voilà, qui emportent les corps. Et c'est vrai que c'est un soulagement pour eux de savoir que Sane n'a pas été dévoré par des charognards, mais que son corps a finalement été traité avec respect et... C'est un soulagement pour eux, parce que c'est vrai qu'ils se posaient la question. Ils pouvaient rien faire, ils pouvaient pas l'enterrer, ils pouvaient pas griller leur... voilà, mais... Et puis, surtout, son corps avait disparu dans l'intervalle, et ils savaient pas où il était, donc c'est vraiment... Mais ça donne une fin douce amère à tout ce qu'ils ont vécu dans cette grotte avec les rêveurs qui y sont restés aussi, hein, évidemment, et ce sont leurs corps qui sont embarqués par les robots à la fin. Pour en revenir à Sane, donc elle s'est grillée en parlant une autre langue. Et comme Iden faisait l'objet de suspicion au sein du groupe des rêveurs, il lui demande de tuer Sane
pour prouver sa loyauté. Il lui demande de la torturer d'abord. Et elle sait très bien que cette jeune fille, malgré tout son courage, elle tiendra pas plus longtemps que le mec aguerri qu'ils ont torturé 150 pages avant, tu vois. Et Sane doit en avoir conscience aussi, puisqu'à un moment donné, il se passe un truc, t'as Eden qui se retourne, elle a une espèce de lance blade machin là. Une vibrolame ou un Vibrolame, voilà, c'est ça. Et Sane s'empale dessus. Elle crie pour l'Empire, elle s'empale encore plus fort. Et on n'arrête pas de te le dire depuis le début qu'elle est toute menue, qu'elle est toute fine, qu'elle est machin. Et là, elle dit ouais, et elle crève parce que elle voulait pas risquer. Elle lui facilite la tâche, quoi, du coup, parce qu'elle prend la décision pour elle. Ouais. De toute façon, foutu pour foutu, au moins comme ça, elle va pas souffrir, comme tu l'as dit, on va pas avoir une agonie, là, ça va pas être filmé par Mel Gibson, c'est bon, on va faire ça rapido, quoi. Et ça, c'est le début du craquage pour Eden, et le début de sa catharsis qui va intervenir quelques minutes après, quand le mentor est pas encore complètement sûr qu'elle est loyale, en fait, qu'elle est pas un agent double. Et c'est là qu'elle lui dit « Je déteste mon père, machin », et qu'elle finit de craquer complètement. Mais ils sont pas super au point dans leur couverture, parce qu'il y a quand même plein de fois où ils se font... Ah, mais tu sens que c'est quand même des débutants, quoi. Pour un truc d'élite. Le problème, c'est qu'en fait, t'as vraiment la sensation qu'ils ont pas eu le temps d'apprendre à se connaître avant de partir sur le terrain. Parce qu'ils ont été constitués à l'arrache après la destruction de l'étoile de la mort. Il fallait agir vite. Donc ils ont fait quelques tests comme ça, dont un qui s'est révélé être un désastre dans le bar qui explose, la singularité. Et ils se sont dit, vous allez au charbon, mais... c'est pas l'équipe de Mission Impossible qui est hyper endurcie, hein. C'est quasiment que des bleus finalement. Ils sont tous très bons dans leur domaine. Est-ce qu'ils forment une équipe cohérente? Ils le deviennent dans l'action, quoi, dans la galère, mais ils sont pas encore au point, quoi. Et ils le payent cher. Est-ce qu'ils feront une équipe cohérente? Pas vraiment, parce que du coup, ils ont été séparés assez rapidement, et même s'ils sont ensemble, ils sont dans des rôles différents, et la cohésion est pas simple, parce que c'est vrai qu'il faut qu'ils rusent pour s'envoyer des messages, se passer des mots, s'échanger les informations, parce qu'il y a toujours des oreilles et des yeux qui traînent, donc pour ça arriver passe par à communiquer les uns avec les autres, que Dell a trafiqué, machin. C'est pas simple, et donc c'est vrai que pendant ce temps-là, par la force des choses, ils sont confrontés à des expériences, comme on a dit, qui peuvent éventuellement affecter leur point de vue ou leur sens de la morale, quoi, par rapport à tout ça. Et qui va le faire. Ce qui fait qu'effectivement, à la fin, t'as pas une équipe cohérente de toute façon, parce qu'il y en a une qui est morte, qui avait déjà été profondément affectée aussi du fait de sa mémoire édétique. Tu te dis, mais quelle idée finalement d'aller dans l'armée là-dedans, parce que c'est très bien, effectivement, elle a les compétences qui font qu'elle va tout retenir. Et si t'as cette mémoire-là, effectivement, t'apprends une langue assez rapidement, c'est logique, tu la vois, ça y est, tu l'as retenue, tu vois des informations passer, tu peux les ressortir dans tous les détails. Là, son problème à elle aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent, qui se font massacrer devant elle, elle oubliera jamais ça. Et donc c'est pour ça que pour elle, il n'était pas question que les enfants meurent dans l'attentat terroriste, parce que sinon, elle pourrait jamais l'effacer de sa vie. Enfin, faudrait qu'elle vive en permanence avec ça. Et alors que ils étaient prêts à faire des sacrifices au nom de l'Empire, etc., potentiellement se sacrifier eux, mais il y a certains sacrifices, visiblement, qui sont pas tous prêts à faire, en fait. Et donc, du coup, oui, alors elle, voilà, elle était affectée, et puis, et Eden et Dell, ont été touchés, finalement, par ces rebelles, ont été affectés, et du coup, il y a un schisme avec Gideon, là, ou Gideon, le dernier qui reste. Et donc, ils pourront jamais faire une bonne équipe. Et d'ailleurs, on sait après, comme tu le dis, puisque quand tu regardes après ce qui se passe au-delà pour eux, que ça va pas bien se passer avec Gideon. Déjà, à Endor, ils n'arrivent pas à empêcher les rebelles de détruire la deuxième étoile de la mort. Le jeu fait le lien du coup avec Riposte, parce qu'il y a Ray Sloan. T'as l'opération Cendre, où là c'est le schisme. Eden refuse que Vardos, machin. Il se retrouve à l'observatoire de Palpatine sur Pilio. Tu as Dell qui rencontre Luke Skywalker et qui lui confie ses doutes croissants vis-à-vis de l'Empire. Bon, t'as la bataille de Jakku où ils assistent à la débâcle de l'Empire, à la fin de l'Empire, etc. Où meurt le papa d'Iden. Où meurt Garrick, effectivement. Et Gideon, lui, il intègre le Premier Ordre parce que il lâche pas l'affaire, quoi. À tous les niveaux, c'était lui... Parce que Sane aussi, elle s'était laissée attendrir, affectée par les gens
qu'ils ont côtoyés, là, les rêveurs, ces terroristes rebelles, machin. Gideon, c'est le seul qui a jamais été affecté émotionnellement, affectivement. Pour lui, les choses sont toujours restées claires. La preuve, il a massacré tous les survivants sans sourciller à la fin. C'était intéressant que ce soit l'ami d'enfance, celui avec lequel Eden avait le plus de complicité parce qu'ils se connaissaient depuis des années, qui soit finalement le plus éloigné d'elle émotionnellement et finalement la plus connectée avec les deux autres parce qu'ils ont été également affectés par... le côté humain, relationnel de... c'est pas des machines, quoi. On te les rend humains, tous. Les rebelles, les impériaux, c'est juste des gens qui sont largués dans une situation qui les dépasse, qui sont poussés à faire des choses dégueulasses ou à fermer les yeux sur des choses dégueulasses qui se passent et qui en ressortent avec des cicatrices physiques et surtout psychiques, quoi. C'était vraiment intéressant et bien amené. J'étais contente qu'on explore ça, encore une fois, dans l'univers de Star Wars, parce que finalement, avec l'escouade Rogue One, on n'a pas ça, puisque là, ils meurent tous. C'était un commando suicide. Là, ça pouvait partir en commando suicide, ils ont tous eu chaud au cul, à un moment ou un autre, surtout les deux nanas, mais finalement, il y a 3 survivants sur 4, mais dans quelles conditions ils reviennent, quoi. Et après, tu avais aussi la question du nom, là, de la petite équipe, là, les rêveurs. C'est un choix intéressant parce que bon, tu pourrais t'attendre à une bande de doux rêveurs, justement. Mais quand tu sais que c'est des partisans de Saw Gerrera, non, alors là, c'est carrément l'oxymore, quoi. C'est juste pas possible. C'est antithétique. C'est Gideon, page 86, pour ceux que ça intéresse, qui fait... Bah, dis donc, c'est poétique pour des terroristes comme nous. C'est ça. Voilà, le nom de rêveur. Mais tu vois, rêveur, ça m'a fait penser plus, quand tu les vois en plus, au côté certaines communautés hippies, quand on sait que ça a pu donner la communauté de Charles Manson, par exemple, dans un cas complètement extrême. Le côté hippie pouvait très bien virer sur des côtés sectaires ou de violence, si tu veux. Ce qui est curieux, parce que tu peux partir sur le côté, non, c'est forcément de la non-violence, mais parfois, au nom de la non-violence, tu peux... Il y a des crimes qui peuvent être commis, si tu veux. Mais il y a ce côté-là, parce que c'est vrai que c'est une communauté en mode peace and love, là, un peu. Il y a une hiérarchie, mais elle reste assez floue, et ils sont tous attachés les uns aux autres, au-delà du fait que c'est des frères d'armes, en fait. Bah, ils sont quand même autour d'une personnalité de gourou, évidemment, d'une certaine manière, ou en tout le cas d'un mentor, leader. c'est pas anodin, hein, ce terme. Ouais, le fait qu'ils se tirent en plus la bourre, parce que t'as une rivalité sur qui va être le vrai chef, en plus. Puis t'as une cellule familiale, parce que... Le chouchou de Sane, bah, il a des parents qui veulent lui faire la peau quand tout le monde découvre que c'est une traîtresse et que du coup elle l'a tué. Elle a tué le jeune garçon pour épargner les écoliers. Il y a cet aspect-là. Mais je dirais que n'importe quelle utopie peut donner lieu à... Tu penses bien faire et puis tu finis avec des Pol Pot, avec des Mao, avec des... C'est malheureusement hyper fréquent et ça aussi c'est bien montré. C'était bien montré avec Saw Gerrera et ses partisans. Et c'est bien montré, encore une fois, avec les rêveurs. Mais en face, tu as Gideon, qui est l'incarnation de l'endoctrinement impérial. Ah bah, il se pose pas de questions, hein. Mais en même temps, je dirais que c'est celui qui est le plus brut de décoffrage. Et même, tu vois, dans le physique, dans ce que tu vois dans le jeu, t'as le massif, quoi. Alors qu'il est pas idiot, hein. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais... Alors, il y en a aucun des 4 qui est idiot. Ils n'ont pas été choisis pour ça. Ah bah non, ils sont tous bons. Hein. Bons, mais ils forment pas vraiment une équipe cohérente. Ils le payent cher. Malgré tous leurs efforts, et t'en as quand même qui n'étaient pas habitués au terrain. Hein. À nouveau, notre petite Sane, qui fait une erreur de débutante parce qu'elle avait les émotions en vrac. Elle a perdu le contrôle et d'un seul coup, elle s'est vendue, mais comme une conne, en parlant une langue qu'elle n'était pas censée parler. C'est moche parce qu'elle a grillé sa couverture en 2 secondes, quoi. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ils avaient intérêt aussi bien dans l'Empire que le Premier Ordre à avoir soit des robots, soit des clones, soit en tout cas des trucs déshumanisés au maximum, parce que finalement... tu t'as affaire à des êtres humains pensant, sachant ou éventuellement réfléchissant, bah t'es pas à l'abri qu'ils fassent pas leur boulot, tu vois. Ah bah d'où la nécessité d'endoctriner. Oui, bah puis d'où la scène au début sur Jakku, le moment où Finn a des émotions et où ça passe pas. Ouais. Alors qu'en face, c'est aussi une équipe de terroristes, en fait, le village sur Jakku. C'est un groupe sectaire, pareil, communautaire, vaguement terroriste. Mm-hmm. Ça, tu le sais par l'univers étendu. L'église de la force avec Lor San Tekka et... ouais. Pareil, avec une utopie, machin, etc. Mais finalement, pas si non violente que ça. Bah déjà, ils sont tous armés jusqu'aux dents. Mais je te dirais que sur Jakku, c'est une nécessité. Et c'est vrai qu'on te le montre pas, on te montre un sage vieillard qui connaît Leia Organa, qui donne la clé USB à son meilleur pilote...
qui en fout plein sa gueule au nouveau méchant, la nouvelle mouture de méchant, machin. Oui, puis interprété par un acteur hyper connu, oui, mais qui a souvent joué des rôles de méchant aussi. Mais... Oui, mais bon, néanmoins, du coup, forcément, t'es plus avec lui parce que tu le connais. Si tu te dis, oh, je le connais, ce mec, voilà. Ça aurait été quelqu'un qu'on connaissait pas, tu vois, un vieillard lambda, est-ce que les gens ont réagi de la même manière? C'était, putain, il vient de buter Max von Sydow, là, au fleur. Il vient de buter un petit vieux, il leur donne de buter tout un village, donc c'est sûr que l'information comme quoi ils sont pas tous... c'est pas très catholique ce qui se passe chez eux, tu l'as pas. Ça justifie pas ce que fait Kylo, bien sûr, mais cette information, tu l'as pas du tout, quoi. Non, mais il y en a aucun là-dedans qui a un enfant de cœur, mais c'est ce que tu disais avec le côté réaliste de la guerre, c'est-à-dire qu'il y en a... Aucun des personnages là-dedans n'a rien à se reprocher, en fait. Ouais. Alors moi, j'avais 0 investissement, je tiens à le dire, quand même, sur l'identité du mentor. Et même une fois qu'elle découvre qui c'est, déjà le personnage, je le connaissais pas. Et je moi non plus, mais on s'en doutait que c'était un ancien sénateur. Voilà, dans la mesure où il est là à lui faire des cours de diction dans un amphithéâtre grec, c'est bon, ça va. Sénateur d'Odéron ou je sais pas quoi, enfin bref. Mettre des billes dans la bouche, tu sais. On aurait fait toute la scène de Georges Bernard Shaw, tu sais, à lui faire The rain in Spain stays mainly on the plain, tu vois, à la limite, les chaussettes de l'archiduchesse. Il a oublié ça dans son programme d'ailleurs, c'est dommage, mais c'était le côté intéressons-nous à comment tu portes ta voix, comment tu te présentes, comment tu trucs. Pour une fille de la propagande, en fait, elle sait pas faire. Et ce qui est très curieux, parce qu'elle est bien placée pour connaître le pouvoir de la rhétorique, qui est, Hitler l'a démontré, mais c'était pas le dernier ni le premier, l'arme la plus dangereuse qui soit au monde. C'est la rhétorique, c'est pas la bombe, c'est pas... Ah bah manipuler les images et les mots, oui, c'est essentiel. Donc manipuler l'état d'esprit et les croyances des gens, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Ça, ils auraient pu le creuser encore plus, mais c'était intéressant qu'on ait le pendant rhétorique version rêveur. Parce que Saw Gerrera, à sa façon, comme on le voit dans Rebelle, il a des discours qui sont vachement percutants, il est extrêmement agressif, etc. Mais limite, tu comprends d'où il vient, et je comprends qu'il puisse être convaincant pour une partie des rebelles ou de ses partisans, et que ses partisans le voyaient presque comme un dieu vivant, etc. C'est parce qu'il arrivait quand même à mobiliser les foules dans son délire. La rhétorique, ouais, c'est hyper important. Et c'est là que je trouvais dans la prélo, c'était mauvais, dans le sens où les discours de Palpatine étaient pas assez bons. Soit George Lucas a pas su les écrire, soit c'était mal filmé, soit Ian McDiarmid, qui est pas non plus un super acteur, a pas réussi à porter le truc. Non mais parce qu'ils savent pas écrire les dialogues, hein, c'est surtout ça, c'est surtout George Lucas, parce que pareil, les discours de Padmé... Bah ouais, voilà, c'est de la merde en fait. Ils ont aucun charisme politique, alors qu'on sait que écrit correctement avec quelqu'un qui a la moelle, qui transpire, qui fait des grands gestes et qui y croit, bah tu t'embarques des foules entières. Parce que finalement, la meilleure phrase de Padmé, celle que tout le monde retient, elle est prononcée hors discours. Oui. C'est ainsi que meurt la liberté dans un tonnerre d'applaudissements. C'est même pas un truc qu'elle dit en chair, là, si tu veux. Elle serait là au pupitre en train de le dire parce qu'elle aurait eu les couilles de le faire ou j'en sais rien, ou la possibilité de le faire. Ça aurait eu un impact beaucoup plus intéressant et ça aurait montré, bon, bah, évidemment, ça la mettait en porte-à-faux, mais néanmoins, si elle avait fait, là, t'avais une expression de la rhétorique au Sénat. Le problème de tout le Sénat, c'est qu'il n'y a pas de rhétorique. T'as pas de rhétoricien dans ce Sénat décrit par George Lucas. Tu vas pas me dire que les Américains savent pas faire des discours, hein. Bien sûr que tu penses si. à ceux de Kennedy ou etc. Ils ont des très bons, bien sûr. Oui, mais parce qu'on était à l'époque Bush et qu'à l'époque de Bush, il y avait pas grand monde qui faisait des discours politiques intéressants, si tu veux. Non, je pense que George Lucas, c'est au-delà de ses compétences, hein, tout oui, simplement. non, c'est clairement. Mais il aurait dû faire appel à quelqu'un parce que si tu veux passer autant de temps au Sénat, mais putain, essaye d'avoir des vrais rhéteurs, quoi. C'est-à-dire d'avoir des gens qui font des discours, qui savent effectivement te transporter, et t'es là, à la vache. Et t'as raison, c'est vrai que... Et c'est pour ça, je pense qu'on n'a pas accroché, c'est pas juste parce qu'on n'aime pas regarder Public Sénat à la chaîne, c'est aussi parce que là, t'as rien à regarder, quoi. T'as pas un discours à la Hitler refait par Charlie Chaplin, si tu veux. Ou même, ne serait-ce qu'un plaidoyer dans les films d'avocats, etc. T'as des plaidoyers juste magnifiques, qui relèvent de la rhétorique, qui visent exactement le même objectif, sauf que là, ils veulent convertir un jury au lieu de convertir les masses, une armée, ou je pense notamment à To Kill a Mockingbird. Oui, j'avais Gregory Peck aussi en tête. Ouais, c'est vrai, t'étais avec lui aussi. Oui, moi je suis toujours à Gregory Peck. Si je suis pas à Gregory Peck, je suis avec Rex Harrison ou avec Cary Grant. Il y a Stewart Granger, il n'y a pas de problème. Parce
que voilà, ce discours qui apparaît dans le roman d'Harper Lee, mais qui est tellement, qui passe, forcément, c'est quelque chose c'est visuel et il faut le vivre sur le papier, ça n'a pas le même rendu, tu vois. C'est pour ça quand tu lis la transcription d'un discours ou quand tu vois la vidéo, c'est pas du tout la même chose. Ou même tu peux penser au discours qui était fait dans les films de Frank Capra, quand il a fait faire des discours à James Stewart ou tu vois, encore une fois, des choses qui t'émeuvent et puis parce qu'il y a vraiment une utilisation soit de l'émotion, soit du discours. Et c'est vrai que dans Star Wars, ce qui est dommage, parce que on évoque la politique du Sénat, mais on peut très bien étendre la réflexion. Hein. On part en guerre, allez, que la force soit avec vous. C'est naze comparé même au discours que fait Mel Gibson dans Braveheart. Oui. Quand il harangue ses soldats, machin, enfin, je veux dire, l'impact, et des discours de guerre comme ça, je vous renvoie vers Henri V, hein, évidemment, qui est sans doute un des plus beaux exemples, voilà. C'est la même chose, c'est de la rhétorique, ça repose sur la rhétorique, et ça marche du feu de Dieu, quoi. Pourquoi on n'a pas ça dans Star Wars ? Quel dommage. À ce moment-là, comme il savait pas le faire, il aurait dû faire effectivement toute la partie en off avec les gens qui réagissent et qui balancent leurs grosses phrases. Parce que finalement, les phrases les plus mémorables sont des phrases de off. Oui. Que ce soit Yoda dans les couloirs ou Padmé là au balcon là en train de se dire, papa en train de se coiffer les cheveux, mais au balcon du Sénat en train de dire oh là là, les applaudissements gna gna gna. Et finalement, alors à ce moment-là, ne nous met pas le discours de Palpatine, c'est-à-dire tu vois juste le visage des gens et puis une espèce de brouhaha derrière quand il cause dans le micro là. Ouais, avoir juste les gens qui sont là en train de se plaindre, de balancer leurs petites phrases. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un truc qui fonctionnait pas, quoi. Mais je te dirais même le discours de Jyn Erso dans Rogue One, il sonnait pas très juste dans le sens où 2 heures avant, elle en avait rien à battre de la rébellion, tu vois. Là, il y a une question de contexte et tout. Alors, Felicity Jones, c'est une excellente actrice, mais pareil, ça tombait un peu à plat, quoi. Je trouvais que le discours que lui faisait Cassian juste après, quand il amène son ramassis de bolos pour son commando suicide, qui disent nous, on veut faire la différence, on a fait tellement de choses horribles au nom de la rébellion, si on vient pas avec toi, si on saisit pas cette opportunité, on a l'impression d'avoir fait pour rien. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus fort que le baratin qu'elle fait à la table où il y a tout. Oui, mais son baratin, il a pas fonctionné, justement. Au moins, le film a ce mérite. Si tu veux, à la limite, c'est bien, parce que justement, ça a pas fonctionné. Le problème du baratin dans Star Wars de l'épisode 2 ou de l'épisode, ou même du 1, si tu veux, quand t'as Padmé qui essaye de convaincre, et là, tu te dis, finalement, c'est peut-être pas une si fine politologue que ça, ou politique, parce que elle s'en sort pas très bien, sur la plupart de ses discours, à part quand il y a l'histoire du vote de non-confiance, la machin. Mais bon, son discours, il est tout pourri, donc, le problème, c'est que tu vois des discours tout pourris qui fonctionnent et qui ont un impact. Mais le problème, c'est que ça fonctionne pas si le spectateur adhère pas non plus. Il faut que la rhétorique fonctionne sur le spectateur comme elle est censée fonctionner sur les autres personnages. Sinon, ça marche pas. Bah oui. Mais dans celui de Jyn Erso, c'est très bien que ce soit pourri parce que ça marche pas. Par contre, parce que elle a du charisme, de l'énergie et le désespoir de la dernière heure, t'as la bande de bolos là qui eux par contre ont été touchés. Ah ouais, nous on veut bien prendre cher, on veut bien y aller. Et là, bon, au moins c'est vrai que dans ce roman-là, parce que là on parle beaucoup de rhétorique machin. Et c'est toute cette question-là, c'est-à-dire qu'elle n'y arrive pas, ça s'apprend, elle en baffe pour le faire. C'est pas juste j'arrive et je balance une petite phrase comme on t'a montré dans Star Wars finalement. Elle m'a fait penser en ça à Katniss Everdeen de Hunger Games. Quand ils essaient de lui faire des vidéos de propagande, elle y croit pas du tout, elle est naze, mais naze à chier. Et puis à un moment donné, donc il y a l'hôpital qui est bombardé et là elle est révulsée, etc. C'est là que l'autre elle fait tourner sa caméra et elle obtient un discours qui vient des tripes, qui est enragé, qui est très très porteur. Tout le truc qui était scripté, machin, sur fond vert avec. Ça marchait quand elle faisait tourner ses jupettes avec le style Lenny Kravitz. Là, ça marche. Oui, c'est ça. Avec son Mockingjay, mais à chaque fois, c'est quand elle a eu un élan du cœur, quand elle a fait cette espèce de rituel funéraire pour Rue, elle a retourné le district de la gamine et qu'elle a lancé son truc Mockingjay et machin, que ça a fonctionné parce que ça venait du cœur et des tripes. Ça venait du cœur et des tripes, mais il y avait des symboles aussi. Tu avais un symbole immédiatement reconnaissable au niveau de la main là et un symbole reconnaissable au niveau d'un oiseau, un machin. Enfin, c'est vrai que c'est des symboles, c'est symbolique, c'est l'utilisation d'images percutantes. Et t'en as toujours besoin. Ah bah il faut.
C'est plus simple. Hein. Nous sommes des primates simples, finalement. Hein. On réagit à des stimuli pas si compliqués que ça. Mais du coup, c'est vrai que dans Battlefront, c'était intéressant, cette histoire de propagande abordée de différentes façons, des deux côtés, et l'importance de la rhétorique pour manipuler les foules. D'autant que ça pêche finalement dans le reste de la franchise, quoi. Elle n'aura pas fait grand-chose parce que finalement, elle n'était pas une rhéteuse avant, elle ne le sera pas après. Hein. Non. Parce que de ce que tu vois après de son histoire, bon, elle se fait récupérer par Leia, mais elle devient pas sénatrice, elle devient pas... c'est pas quelqu'un qui va continuer à prendre la parole ou à se faire poster girl de ci ou de machin. C'est une femme de terrain, hein, finalement, quand même. Hein. C'est son équipe qui était pas prête, mais elle-même, c'est quand même quelqu'un du terrain à la base. Puis c'est une excellente pilote, et voilà, mais... Donc en conclusion, encore une fois, c'est une lecture qu'on vous recommande. Surtout si vous n'avez pas peur d'explorer une face différente, plus gritty, plus proche de nous de Star Wars. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. A fortiori, si vous avez joué à Battlefront 2, Aude, on te salue, hein, parce qu'on n'a pas réussi à caser le Seigneur des Anneaux, mais tu vois, Battlefront 2, on l'a casé, il n'y a pas de problème. On n'avait pas calé Kylo torse-poil, mais là, c'est fait. Donc, c'est bon. Donc on vous laisse avec lui, hein. Quelle meilleure image. Je n'en vois pas d'autres. Ce n'est pas possible. Finir un podcast, on est au niveau ultime. Voilà, il arrive un peu comme le cheveu sur la soupe, hein, quand même. Oui, mais bon, il a tellement beaux cheveux, on s'en fout. Je sais pas s'il fait bien la soupe, mais pour le reste, on lui pardonne. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je sais pas encore ce qu'on va faire pour le prochain. Ah si, on sait ce qu'on va faire pour le prochain book club. On avait dit qu'on allait faire les nouvelles. Ah oui, c'est vrai, exact, qui n'ont pas été traduites en français. Donc, ouais, pour le prochain book club, on va vous faire From a Certain Point of View. On va commencer par le premier volume, celui qui correspond à l'épisode 4. Ouais. On va retrouver ta Dianoga. Oui, ma copine la Dianoga, j'adore ce passage. Je vais pouvoir parler de Tante Bérou aussi. Ah. Non, mais c'est vrai que par contre, on espère que ça va pas... les non-anglophones vont pas se sentir exclus du propos. Ça permettra peut-être de découvrir le truc. Et puis en espérant que ce soit traduit un jour. Ouais, mais du coup, ce sera l'histoire de vous donner notre opinion pour savoir s'il faut refaire du lobbying auprès de Pocket pour avoir la traduction un jour. Ou... Ouais, faites du lobbying, surtout pour traduire. Dis donc, c'est un petit peu intéressé comme remarque là. Bon, écoute, je pense que je peux très bien traduire la Dianoga. J'aime bien la Dianoga, j'ai une tendresse toute particulière pour la Dianoga. J'aurais jamais pensé que j'en aurais une un jour. Alors ça, pour le coup, c'est la magie de Star Wars. C'est la magie de Star Wars. Il y a la magie de Noël et t'as la magie de Star Wars. Te faire aimer les Dianoga et les Beats, c'est possible avec Star Wars. Pour cet épisode, on sait qu'il y en a qui l'attendent, le Battlefront, parce que vous avez été plusieurs à nous réclamer régulièrement en disant mais quand est-ce qu'il sort? Donc c'est étonnant, mais apparemment il y en a qui attendent de pied ferme la sortie de cet épisode sur ce livre. Et encore une fois, Maxima mea culpa, j'ai traîné. Voilà. Ouais, mais c'est pas grave, le principal c'est que ça sorte. Je vais réciter je vous salue Yoda et ça ira beaucoup mieux. Je sais pas s'il est plein de grâce Yoda, mais bon. Je vous salue Yoda, pleine de grâce. Je vous tiens au jus. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.